Bien sûr, les adultes beaux sont mieux payés sur le marché du travail. Ils sont plus épanouis sexuellement. Ils ont plusieurs partenaires sexuels de toutes les classes, de toutes les races. Ils peuvent choisir leur partenaire sexuel. Ils font de beaux mariages. Leur ascension sociale en est facilitée. Donc la beauté facilite l'ascension sociale. Les femmes issues des classes populaires, c'est-à-dire qui sont pauvres, peut-être en capital économique ou en capital culturel, elles peuvent utiliser leur capital esthétique comme ascenseur social et chercher des hommes riches, des bourgeois, qui pourraient les sécuriser financièrement. Ce qu'on pourrait appeler la loi de l'échange économico-sexuel. Est-ce que la femme doit être pauvre et est-ce que seuls les hommes doivent être riches? Je me répète, mais cette structure de l'échange économico-sexuel s'explique vraiment par la domination économique des hommes. Donc il y a un monopole des moyens de production, une accumulation primitive de richesses par les hommes, c'est-à-dire que les hommes accumulent des richesses et empêchent les femmes de s'enrichir. Il y a une relégation de la femme dans le monde privé. Donc on empêche les femmes d'avoir de l'argent, de travailler. Pour, et le but ou la conséquence, pouvoir dominer les femmes économiquement et ainsi échanger de l'argent contre des services sexuels. Donc cette vision, évidemment, est fonctionnaliste, elle est finaliste, mais elle est didactique, si vous voulez. Elle permet de comprendre au moins cette structure de la domination par la monopolisation des moyens de production et par l'échange économico-sexuel. Égalité de désir et de plaisir. Donc la domination masculine, est-ce qu'elle vient de cette incertitude à propos du désir de la femme et cette certitude à propos du désir de l'homme? Parce que si les hommes et les femmes désirent avec la même intensité l'acte sexuel, eh, cet acte sexuel aurait pu être considéré donc, comme un échange égal de plaisir. Donc l'homme n'a pas à payer la femme, ni la femme à payer l'homme, puisque les deux désirent l'acte sexuel de la même manière et les deux y prennent un plaisir égal. Donc il n'y a pas lieu de faire entrer l'argent dans cet échange de plaisir et d'amour, etc. Donc le plus grand danger pour les hommes, c'est une femme riche, bien sûr, une femme qui domine économiquement, une femme qu'on ne peut plus payer donc pour accéder à son corps, etc. On pourrait se poser la question, puisque dans le mariage et dans les relations sexuelles matrimoniales, il y a un échange entre sexualité et argent. Donc cette question, est-ce que le mariage est une prostitution qui dure plus longtemps? Dans la prostitution et dans le mariage, il y a un échange entre argent et sexualité, sauf que dans le mariage, bien sûr, la relation dure beaucoup plus longtemps que la prostitution. Juste une petite digression, il est important de comprendre que l'exploitation sexuelle des femmes est aussi une exploitation non seulement de genre, que les hommes exploitent les femmes, mais aussi une exploitation de classe, une exploitation sociale, parce que la plupart des prostituées sont d'origine populaire, elles sont pauvres. Les femmes bourgeoises, les femmes riches ne se prostituent pas. Donc les hommes non seulement exploitent les femmes sexuellement, mais les riches exploitent les pauvres. Donc il y a à la fois un rapport de genre et un rapport de classe. On pourrait même dire qu'il y a aussi un rapport de race, parce qu'il y a de plus en plus de prostituées issues donc du continent africain, etc. Plus un homme est riche, donc plus il est demandé sur le marché sexuel, marché matrimonial. Plus une femme est jeune et jolie, plus elle est demandée sur le marché sexuel. Le plus important pour l'homme, donc, c'est l'argent, le statut social, et pour la femme, c'est la jeunesse et la beauté. Un homme pauvre et une femme vieille ou laide ne s'en sortiront pas sur le marché sexuel, bien malheureusement. Alors, est-ce que les femmes sont hypergamiques? C'est-à-dire qu'elles épousent toujours des hommes plus riches qu'elles. Hypergamiques, c'est-à-dire qu'elles vont de bas en haut, elles circulent de bas en haut, c'est-à-dire des couches populaires, vers les couches bourgeoises. Utilise-t-elle le mariage et la sexualité comme ascenseur social? Alors, il faut savoir que les femmes, malheureusement, même dans les sociétés capitalistes, démocratiques, libérales, etc., les femmes sont perdantes sur le marché scolaire parce qu'elles sont dirigées consciemment ou inconsciemment vers des filières peu rentables, la littérature, etc. Et elles sont aussi perdantes sur le marché professionnel, le marché du travail, à cause des inégalités de salaire et du plafond de verre, donc qui empêchent les femmes d'accéder aux postes à responsabilité. Donc les femmes sont perdantes sur le marché scolaire et le marché professionnel, et il ne reste plus que le marché sexuel pour espérer une promotion sociale. Donc l'échange économico-sexuel est une stratégie sexuelle matrimoniale des femmes, parce que comme elles sont perdantes sur tous les marchés, quasiment tous les marchés,
il ne reste plus que le marché sexuel pour espérer donc une ascension sociale. Bien sûr, attention à l'arnaque, je reviens à Paula Tabé. Dans le mariage, même dans un beau mariage, les femmes sont quand même dominées à plusieurs titres. Elles, les femmes fournissent un travail domestique, euh, la cuisine, le nettoyage, que sais-je encore. C'est un travail gratuit et non reconnu, parce qu'il faudrait payer une femme de ménage, il faudrait exploiter d'autres femmes plus pauvres pour faire notre ménage, etc. Les femmes fournissent un travail sexuel, c'est-à-dire que simplement c'est un travail gratuit et non reconnu. Faudrait-il payer les services d'une prostituée, donc exploiter d'autres femmes? Elles fournissent un travail de soutien psychologique pour les hommes, elles soutiennent les hommes dans leur démarche, dans leur travail, etc. Ce travail psychologique est gratuit et non reconnu aussi. Donc, faudrait-il payer une psychanalyste? Il faudrait plutôt payer une psychanalyste pour ça. Elles fournissent aussi un travail éducatif des enfants, gratuit et non reconnu encore. Est-ce qu'il faut payer des précepteurs pour nos enfants? Est-ce qu'il faut exploiter des précepteurs au lieu d'exploiter des femmes dans l'éducation des enfants? Les femmes produisent enfin un travail de reproduction, de gestation. Elles produisent les enfants, tout simplement. C'est un travail aussi gratuit, harassant et non reconnu. Faudrait-il payer une mère porteuse, avoir recours à des utérus artificiels, etc. Donc, les femmes, dans cet échange économico-sexuel, bien sûr que l'homme arrive avec son capital économique, mais les femmes, en échange, fournissent tout un tas de travaux qui sont gratuits, non reconnus et difficiles. Je finirai avec un témoignage dans le livre de Paula Tabé. Il y a une prostituée qui témoigne, donc justement à propos de cette relation ou de cet échange économico-sexuel, prostitution-témoignage. La prostituée dit, si l'homme me donne beaucoup d'argent, il peut faire ce qu'il veut de mon corps. Donc ici, on constate, et c'est une loi universelle, hein, c'est une loi générale, plus les hommes sont riches, plus les femmes sont soumises, malheureusement. On pourrait dire qu'on ne fait pas l'amour de la même manière à des personnes riches ou pauvres, on ne fait pas l'amour de la même manière à des personnes belles ou laides, on ne fait pas l'amour de la même manière à des personnes jeunes ou vieilles, blanches ou noires, etc. L'interaction sexuelle est elle-même déterminée par la structure des capitaux. C'est-à-dire que, en fonction de la richesse ou de la beauté de la personne, eh bien, on n'a pas les mêmes exigences sexuelles. Voilà.